Non, je ne parle pas avec un papier, mais cette fois-ci, j'ai voulu faire quand même un papier écrit pour ne pas dépasser le temps, les paroles. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je vais essayer de lire et en sautant peut-être quelques fragments parce que c'est peut-être un peu trop long. Voilà. Alors, je parlerai en tant que compositeur, s'intéressant à l'épistémologie du son et de son action, et donc une espèce de... Il y a un substrat wittgensteinien qui m'accompagne depuis des décennies parce que j'ai découvert Wittgenstein quand j'étais assez jeune. Excusez-moi, le micro ne marche pas. Ne marche pas? Ah oui, oui, il faut le garder, oui. Bon, alors je dis que j'ai découvert Wittgenstein quand j'étais assez jeune, donc il y a un substrat qui se maintient depuis de nombreuses années, des décennies, et que par ailleurs ce substrat a fait socle avec la complicité que j'ai avec Antonia Soules, que je connais aussi, dont l'amitié je suis étendue sur de nombreuses années. Alors, il me semble que l'occasion de l'apparition de son livre autour de Wittgenstein, la musique, me donne l'occasion de relier mes considérations de compositeur aux idées avancées dans l'ouvrage d'Antonia, sans pour autant faire un travail de commentateur, mais en le gardant comme des références intratextuelles. Mais à côté de cette prégnance conceptuelle concernant Wittgenstein, il y a une deuxième référence qui viendra s'ajouter, celle de la pensée de Gilles Granger, une pensée que nous avons accueillie, Antonia et moi-même, alors chacun pris contact avec elle par des voix singulières, diverses mais convergentes. Je partais ainsi d'une évaluation positive de la catégorie de dualité, dont Granger a été un des plus clairs tenants parmi les philosophes, pour affirmer l'articulatoire et l'opératoire en musique, ainsi que la place de l'objectal dans notre domaine. Je parlais donc de dualité, mais sans pour autant adhérer à un dualisme, ni d'ailleurs à son contraire. Je profiterai aussi pour glisser un commentaire sur la musique actuelle, afin d'illustrer ce que je retiens de l'emploi opératoire du métaconcept de dualité, en le distinguant de toute idéologie dualiste. Dualité. Ce qui m'intéresse dans cet exposé est de considérer la façon dont nous, les compositeurs, utilisons la dualité grangerienne de l'opératoire et de l'objectal, ainsi que le concept de contenu formel qui en découle, pour élaborer une approche de ce qu'on pourrait appeler le champ du composable. Dans le sillage de cette action, de cette production, de ce travail, comme le dirait Granger, du point de vue de la composition musicale, nous sommes concernés par la saisie d'une multiplicité opératoire, car ce sont innombrables les pseudopodes que nous pouvons inventer, dans lesquels nous pouvons nous aventurer dans la jungle des représentations du sonore, ou plus précisément des aspects du sonore. Certes, on pourrait considérer d'autres avatars de cette dualité, par exemple celui du discret et du continu, qui constitue l'une des constantes de la pensée formelle. Il y a bien des manières d'approcher les aspects continus et discontinus de l'action musicale. Il y a un opératoire discret, sans lequel la composition musicale ne serait pas possible, du moins celle qui présuppose des inscriptions sur des supports. Et il y a également superposé un opératoire de continuité, des enchaînements, de vol par-dessus la métrique, de fusion et de ségrégation sonore. Tout musicien ainsi que tout auditeur peut accéder aux deux types d'opérations. Elles sont simultanées
Ils sont simultanément actifs. Et c'est dans cette simultanéité que se génère le nœud de signification, comme dirait Granger, présente dans toute musique. Bon, je vais peut-être passer un peu sur la dialectique, je vais juste mentionner. Une caractéristique des dualités mentionnées réside dans le fait qu'elles ne s'inscrivent nullement dans un cadre dialectique. D'un point de vue dialectique, une dualité est toujours quelque chose à résoudre, mais une dualité opératoire de contenu, par contre, ne saura se résoudre dans une unité de synthèse. Elle nous est utile précisément si on la laisse persister dans son état, car c'est par l'intrincation, par l'interaction qu'elle devient fructueuse, porteuse de processus émergents. Les concepts de dualité et de contenu formel que Granger prend des mathématiques se manifestent chez lui dans un cadre non dialectique. Voir par exemple le chapitre 2, page 49, paragraphe dialectique et pseudo-contenu formel des formes opératoires, opération-objet. Antonia Soulès souligne dans son livre le problème qui pose la dialectique quant à la construction d'une pensée opératoire, voire notamment le chapitre 13, une philosophie pour les caliers sonores. Nous avons, elle et moi, conjointement avec Maki Solomos, traité ce problème dans notre livre Formel-Informel. L'argument de Granger contre la dialectique se base dans le fait que le formalisme dialectique n'accepte que des contenus empiriques déguisés en contenus formels, ce qui force leur application à des choses autres que des énoncés logiques déjà dépourvus de contenus formels, ou, comme il dit, des énoncés qui se tiennent dans un domaine qualifié de degré zéro du contenu formel. Je renvoie aux pages indiquées car elles montrent de façon très ramassée une critique profonde de la dialectique. La dualité grangerienne inclut, quant à elle, des opérations et des objets considérés comme des métaconcepts, car ils se situent en amont des objets de la science. À la fin des formes opération-objet, dans le chapitre conclusif, Granger concède que ceci pourrait s'appliquer également à l'activité artistique. Écoutons-les. Les opérations du scientifique et de l'artiste révèlent un même métaconcept, mais il s'agit d'opérations de genres différents. Pour l'objet scientifique, les contenus se représentent d'abord comme un obstacle à réduire. Dans l'objet esthétique, au contraire, bien loin que le travail de l'artiste soit orienté vers la réduction des contenus, il vise à leur instauration. Dans notre cas, en tant que musicien, étant donné l'identification de la musique avec la matière sonore, un objet est à la fois un outil multi-représentation que nous utilisons pour atteindre des niveaux divers d'opération. Cet objet opératoire contient des idées qui explicitent une certaine pensée opératoire, des idées qui sont comme des vecteurs morphologiques manifestés dans les symboles que nous encapsulons dans un objet. Dans cette situation opératoire, ou dans cet opératoire situé, nous créons des réseaux d'objets, des objets qui sont eux-mêmes des réseaux. Voilà une situation à propos de laquelle nous pouvons parler de contenu formel, car ces objets réseaux sont essentiellement construits pour recevoir des contenus, lesquels ont un pouvoir formel ou morphologique, puisqu'ils constituent nos manettes opératoires. Ce contenu formel est certainement une assumption, une affirmation concernant ce que nous voulons faire émerger. C'est pourquoi on peut assimiler ce contenu formel à une thèse compositionnelle,
non pas dialectique, mais immanente à l'état des choses qu'on cherche à produire. Une thèse musicale incarnée dans les opérations elles-mêmes. Fantasmagorie. Mais je vais tout d'abord m'éloigner un peu des idées grangeriennes pour considérer l'état actuel de la musique. Pour cela, je vais revenir à Adorno et à son questionnement négatif du sonore, de ce sonore qui est devenu entre-temps un aspect central de l'action compositionnelle. Adorno, mettant en doute cet aspect, utilise le terme fantasmagorie pour se référer de façon assez elliptique aux agrégats complexes de timbres orchestraux dans lesquels les sons instrumentaux constitutifs se diluent dans une perception d'une sonorité globale. Adorno utilisait cette expression à propos de la musique de Schrecker pour signaler la faiblesse de la pensée musicale de ce compositeur, faiblesse cachée par la richesse purement sonore qui dégageait ses partitions et qu'il assimilait à des effets proches d'une esthétique impressionniste. Cette idée de fantasmagorie a été reprise par Boulez dans un texte inclus dans Jalon pour parler du même phénomène de sonorité globale, mais sans donner de nom, bien qu'on puisse penser qu'il se réfère à certains compositeurs appartenant à sa propre génération. Dans le champ de la composition actuelle, instrumentale ou électroacoustique, nul doute que la fantasmagorie continue et s'amplifie, tout en changeant cependant de statut formel, en reflétant même un véritable tournant, si l'on tient compte de la disparition de plus en plus marquée, quant au concept musical des sons ou des sonorités, des chaînes les plus évidentes de causalité linéaire. Il est parfois difficile, dans au moins quelques-unes de ces musiques contemporaines, d'en déceler les causes premières des sons qu'on entend, comme il était possible de faire naguère il n'y a pas si longtemps, car ces sons échappent aux catégories du mode de jeu classé de la pratique traditionnelle. Par ailleurs, je pense que c'est un exercice assez vain que de vouloir chercher à tout prix les causes des sons, car cette recherche nous éloigne du fait de la musique. Du moins, comme nous entendons cette idée sans recours à la moindre tentative de universalisation du terme musique, mais tenant seulement compte de sa factualité en tant que forme de vie sonore. Bon, je pourrais faire beaucoup de commentaires, d'autres commentaires sur ce que je dis de l'absence de causalité dans le son. Et il y a pas mal de sons qu'on produit dans la musique instrumentale qui exhibent de nouvelles formes de causalité. Bon, si on étouffe une corde de piano, par exemple, bon, on a un son qui traditionnellement n'était pas considéré comme tel. Mais ça, c'est un cas simple. Dans ce cas-là, on peut encore reconnaître la cause du son. Mais il y a beaucoup d'autres manifestations des sons dans la musique contemporaine. Donc, c'était très difficile de déceler les causes des sons, même si on voit les musiciens jouer. Ainsi, au même titre que la numérisation du sonore, l'extension du domaine de la note, je dis ça, je pourrais dire autre chose, constitue un avatar présent dont nous devons considérer la relevance musicale. Il s'agit ici de musiques qui utilisent des instruments acoustiques pour ne pas les faire sonner comme tels. Pensons non seulement à quelques musiques concrètes instrumentales déjà assez connues et assimilées, mais aussi à quelques musiques bruiteuses, pleines de nuances, au-delà, aux musiques de tous ceux qui poursuivent aujourd'hui des routes sonores hors équilibre. J'ouvre ici une parenthèse pour signaler que le hors équilibre dont je parle s'oppose à l'équilibre du son classique. Ce dernier étant caractérisé en tant que flux laminaire, c'est-à-dire
un régime central. C'est le son volontairement lisse qui a été conservé dans les conservatoires, encore que cette tâche des conservatoires se trouve actuellement en pleine mutation. Une seconde parenthèse, on peut voir ici à l'œuvre une approche opératoire manifestée dans et par les contrastes, aussi bien que l'intrication morphologique entre les sons laminaires qui révèlent du paradigme classique de l'oscillateur harmonique, caractérisé par sa base périodique, et les sons décentrés ou intermittents ou turbulents, qui sont consciemment composés en tant que tels par quelques musiques contemporaines, et qui révèlent un paradigme qui considère les sons, tout son, comme un phénomène transitoire, émergent, non linéaire, irréversible. Et une troisième parenthèse, en signalant cette dualité, en prenant soin de ne pas la dialectiser, je ne prends parti pour l'un de ces termes, musique de hauteur ou musique sans hauteur, son lisse ou son turbulent. Prendre parti, ce sera, dans ce cas précis, tomber dans un dualisme réducteur. Ainsi, je préfère accepter ces termes tels qu'ils sont et les laisser persister dans leur état, tout en remarquant, bien entendu, qu'il est possible de faire exister des myriades d'états intermédiaires, fractionnaires ou pluriels. De toute façon, c'est à nous, les compositeurs, à attribuer les contenus des sons composables. Les couples périodicité à périodicité étant l'un de ces manifestations. Ainsi se trouve dessiné un aspect de la dualité signalé par Granger lui-même, sur lequel je reviendrai vers la fin de ce exposé, à savoir la prise en compte d'une relativité au sein même de la dualité. Dès lors, ce n'est pas parce que les compositeurs concernés font de musique presque immatérielle, presque inaudible, ou au contraire trop matérielle, trop granuleuse ou trop énergétique, et ainsi de suite, qu'il y a problème. Les quasi-non-sons, si on se rapporte à la définition du son en tant qu'auteur, de ces avatars instrumentaux récents sont riches en signification non répertoriée. Ils sont effectivement en dehors du champ de la note atomique, qui véhicule et privilégie une combinatoire limpide d'intervalles, immédiatement intelligible. Si problème il y a, c'est peut-être parce que la notion de matériaux historiquement sédimentés n'arrive pas à disparaître en bonne ou due forme. Dans ce sens traditionnel, le matériau est toujours, comme le dit Antonio Soulès, l'autre de la forme. C'est dont il sera question dans une situation où ce matériau coefficient d'historicité aura disparu à partir d'une extension du domaine de la note. Ce n'est rien de moins que de l'invention d'une approche morphologique qui se trouverait dans une situation de non-altérité par rapport à la forme, et inversement, sans pour autant tomber dans un monisme. Bref, s'il y a problème actuellement dans la musique instrumentale, ce n'est pas à cause de la dualité du son ou du non-son, du lisse, de l'intermittent, du laminaire ou du turbulent, mais du fait qu'elle n'est pas pensée justement comme une dualité opératoire, mais encore comme un dualisme dogmatique. Réciprocité. J'ai souvent mis en avant le caractère multi-échelle des relations temporelles dans lesquelles se déroule la composition musicale. Selon cette approche, toute manipulation compositionnelle articulant des rapports entre des niveaux temporels différents constitue une classe, une catégorie opératoire, dont le sens dépend essentiellement du paradigme adopté par le compositeur, c'est-à-dire de la thèse qui s'affirme dans ce son. Le compositeur doit donc prendre des décisions sérieuses concernant le statut et la nature de ces interactions entre les niveaux temporels qui sont des aspects du sonore sur lesquels il travaille, soit en les intégrant dans une hiérarchie univoque, soit en les assumant comme faisant partie d'un espace hétérogène dans lequel
avant la discontinuité et la non-linéarité. Un exemple de paradigme postulant une hiérarchie unique se trouve exposé par Stockhausen dans les textes, plusieurs textes dans lesquels sa pensée tentait de tenir des idéologies monistes poursuivait une homogénéité de l'espace-temps. Par exemple, voici le principe qui sous-tend toute mon attitude de compositeur, considérer à une grande échelle ce qui passe à une trop petite échelle, à l'intérieur du son. Ça, c'est une attitude moniste. Face à cela, je vais faire des remarques très simples, comme par exemple dire que le contraire du monisme, le dualisme, donc, n'est pas une alternative, car il est également réducteur. Penser la musique de façon dualiste équivaut à penser forme et matériaux comme étant des domaines distants. Dans cette conception, je rappelle les mots d'Antonio Soulès déjà cités, les matériaux est toujours l'autre de la forme. Pour ma part, je renvoie dos à dos ces deux réductionnismes. Par conséquent, il devrait être clair que quand je parle ici de dualité, dans un sens grangérien, je n'adhère pas pour autant à un dualisme qui constitue une autre expression de la même tendance réductrice que le monisme. Une proposition alternative, tant au monisme que au dualisme, représente le monde, entre guillemets, comme réciprocité réelle, selon les mots de Zubiri. Je ne suis pas toujours d'accord avec Zubiri, mais je trouve que l'idée de la réciprocité réelle est intéressante. Je mets les mots monde entre guillemets car je partage avec Antonio Soulès son constat philosophique concernant un effondrement de la catégorie monde. Ce sont ces mots. Cet effondrement de la catégorie monde, je les prends par rapport à l'idée d'un monde prédéfini, face auquel on se tiendra en vis-à-vis en tant que sujet connaissant. Ceci dit, ce qu'importe ici, avant toute autre chose, c'est ce qu'implique l'introduction du concept de réciprocité. Ce concept de réciprocité n'est en effet ni moniste ni dualiste. Poser ce ni implique que nous admettons clairement la non-pertinence d'une recherche de fondements physiques ou métaphysiques qui ne seraient que des avatars réductionnistes. Poser ce ni implique faire une affirmation forte sur le fait que c'est par l'intrincation, par l'interaction, qu'une dualité devient fructueuse, porteuse de processus émergents, comme je viens de le dire. Si un compositeur adopte cette attitude épistémologique, alors il devrait considérer les multiples niveaux, les échelles temporelles, les strates sur lesquelles il opère, comme étant à la fois relatifs et inextricablement liés. Mais cette liaison ne sera se concevoir en tant que produit d'une espèce causalement homothétique ou linéaire, considérée, je cite à nouveau Stockhausen, considérée à une grande échelle ce qui se passe à une très petite échelle à l'intérieur du son. Car cela reviendrait à nier les singularités qui se manifestent à chaque recoin dans l'espace-temps où les morphologies émergent de réciprocité qui se font précisément parce qu'il y a hétérogénéité structurelle dans notre champ du composable. L'hétérogénéité structurelle, dans sa formulation, par exemple dans celle que Lévi-Leblond applique à la définition du concept de complexité, donc je reprends le terme, est couplée avec le concept de réciprocité de réciprocité fonctionnelle. Et donc l'hétérogénéité structurelle est couplée avec le concept de réciprocité fonctionnelle.
concept proche de celui des ouïes dont je viens de faire référence. Et quand on fait d'endoser les qualificatifs fonctionnels au concept de réciprocité, on peut penser au concept de fonction dans les mathématiques, bien sûr, ou en termes esthétiques, de renvoyer à la formule de Daniel Charles, quand on parle de fonctions, dans un contexte critique de relations, il faut se rappeler que nous sommes, par rapport au fonctionnalisme traditionnel, dans une situation de changement de fonction de la fonction. Je me suis référé à plusieurs reprises à ce changement de fonction de la fonction. Antonin Azoulay a fait de même dans son livre Au fil du motif. Mais avant de poursuivre, je voudrais citer les propos de Franco Donatoni, recueillis en 1986 par François Nicolas, et qui touche aussi le sujet dont nous signerons notre pertinence. Je cite: « L'idée la plus fausse que j'avais à l'époque, dans les années 60, était que la forme puisse être une chose immanente aux matériaux. J'ai cherché une correspondance entre microforme et macroforme, avec l'idée illusoire d'une macroforme qui soit représentation multiple de la microforme. Cette correspondance micro-macro qui cherche la musique contemporaine fut perdue depuis le Moyen-Âge. » Fin de citation. Bien entendu, Donatoni parlait de la musique contemporaine d'il y a 40 ans, tout en appliquant une conception biaisée de l'immanence assimilée au monisme. Mais ses propos restent clairs sur son évaluation ultime de ce monisme moyenâgeux. Décision épistémologique. Nous avons passé en revue deux approches compositionnelles. D'une part, une tendance à affirmer l'homogénéité de l'espace-temps, du composable, et d'autre part, une autre tendance assumant au contraire son hétérogénéité. Après quelques remarques proposées pour signaler des caractéristiques morphologiques qui dépassent les actions catégories linéaires, nous voici toujours sous la pression d'une décision épistémologique. Mais pourquoi devons-nous nous décider sur une option épistémologique? Et c'est parce qu'une épistémologie impliquerait peut-être une idéologie et que la musique, malgré ses prétentions d'autonomie, ne saurait se faire que sans en même temps affirmer un certain sens, qu'elle relie à un certain monde, ou bien parce que la musique se construit comme une action qui ajoute au monde de nouvelles significations, comme dirait Granger. Tout se passe cependant comme si les compositeurs, bien qu'ils ne soient nullement obligés à se prononcer sur la nature du monde, ne pourront éluder la tâche d'affirmer un contenu formel ou une thèse qui se trouverait logée dans leurs actions, œuvres, propositions d'écoute. Concernant la pression épistémologique dont le compositeur doit faire face, cela se manifeste non pas comme une élaboration de propositions portant sur le monde en tant qu'objet de connaissance, mais sur la forme d'un engagement dans l'action. Le concept de contenu formel est pour nous une manière d'aborder la présence dans le travail même, c'est ce qu'on appelle le composable, d'une thèse musicale, c'est-à-dire d'une assumption forte quant au monde sonore qui est en train de se produire. Circulation, transfert. Restons donc au plus près de l'opératoire. La problématique compositionnelle qu'on se pose pourrait donc se définir en termes d'une quête visant les manières de faire des ensembles de sons organisés, comme disait Varese. Comment regarder cette organisation? D'une part, nous avons de différents niveaux de temporalité qui sont en état d'interaction, donc les caractéristiques de morphologie qu'ils contiennent peuvent circuler
d'un niveau à un autre. Comment circulent-elles ces caractéristiques morphologiques? À partir de leur degré de traductibilité, de transcodage, de fabrication de versions en termes de systèmes symboliques différents. Ceci constitue une première articulation, ce qui est déjà un vaste projet concernant les composables. D'autre part, on vient de le voir, nous sommes confrontés au fait que la consistance de cette multiplicité des modes de représentation, de ces multiples niveaux, n'est pas linéaire. Il peut donc y avoir des niveaux partiellement orthogonaux ou clairement non orthogonaux. Et ceci même en dehors de tout degré implicite de traductibilité. C'est ici qu'intervient le rôle du contexte formel défini par nos opérations. Cela veut dire que les caractéristiques de morphologie, certains plus que d'autres, dépendant de leur poids transformationnel respectif, mais aussi de la configuration dans laquelle elles se trouvent confrontées à d'autres caractéristiques morphologiques qui ne dépendent pas de la même classe de relations, passeront alors transformées, transmutées d'un niveau à l'autre comme prises dans un miroir déformant. Nous appelons ces miroirs déformants des fonctions de transfert. Un deuxième niveau, compositionnaire d'articulation morphologique, consisterait donc dans la mise en place de fonctions de transfert en tant que stratégie faisant partie du composable. Comme je ne cesse de le répéter chaque fois que je le peux, ces disjonctions, les non-linéarités sont porteuses de forme. Le fait d'opérer avec des fonctions de transfert pour les interactions entre niveaux différents nous permet d'envisager au moins pour les cas non directement orthogonaux les types de distorsion de transformation souhaités et de l'intégrer dans les composables. En aucun cas, cependant, il sera question, dans cette perspective, de suggérer une quelconque démission du compositeur, un amoindrissement de son travail syntaxique et articulatoire. Les fonctions de transfert sont des cadres, des grilles ou des milieux composés par lesquels nous faisons passer des morphologies composées afin de les recomposer encore et encore. Ces fonctions sont de plus contrôlables par des opérateurs qui constituent des modulateurs, des index qui graduent les profondeurs de la modulation, de la distorsion formelle effectuée. Je suis en train de généraliser ici les modèles transformationnels auxquels je me suis référé de façon plus technique dans d'autres écrits. Et si je mentionne ici la problématique apparemment très éloignée de la dualité grangérienne, c'est parce que néanmoins on la retrouve ici immanquablement, car le modèle transformationnel s'éclaircit à partir de la théorisation de cette dualité. Par ailleurs, cela rappelle, sous un autre registre, la problématique philosophique de Quine au sujet de la traduction, de la infratraduction, de la non-traductibilité. Ce que, comme il était implicitement assumé dès le début de cet exposé, la musique paraît proposer des problèmes philosophiques à même ces opérations. Et c'est si bien que le quasi-objet de la philosophie, expression de Carnap reprise par Granger, se présente dans le cas de l'objet du compositeur comme un objet outil, comme un objet écriture, une entité multi-échelle remplie d'écritures musicales, d'écritures diverses dont l'objet qui les contient est le facilitateur de leurs interactions. C'est pour ça, pour nous, on peut dire que l'objet du compositeur existe dans le composable, là où la musique est en train de se faire. Il est une entité symbolique plurielle que nous construisons afin de justement faire des sons. Il n'existe donc que comme catégorie opératoire. Il faudra peut-être dire alors, bien que ceci soit peut-être devenu clair au bout de mes affirmations,
que je n'emploie pas le terme objet pour signaler le statut ontologique de l'œuvre musicale elle-même. À cet égard, on peut considérer que l'œuvre musicale, une fois construite, n'est pas un objet, ni un méta-objet, ni un quasi-objet. Elle est ce qu'elle est, un état de choses, pris dans son immanence. Nul besoin, donc, pour moi, de chercher à tout prix, pour cette œuvre, un statut d'objectif, car je conçois l'objet comme un réseau symbolique véhiculant des représentations opératoires, et non pas en tant que produit final, en tant que résultat. C'est pour cela que je ne considère pas l'œuvre musicale, une fois composée, comme étant un objet, bien qu'elle fut faite à partir d'un réseau d'objets. Je dirais par contre, en paraphrasant Jean Granger, nous, musiciens, entendons le son non pas comme des signaux, mais comme le résultat d'un travail, c'est-à-dire d'une transformation exercée par l'homme en vue de créer des significations. Alors je vais finir la dernière phrase. Les sons composés ou l'illusion de données. Encore. Je voudrais à ce point citer un autre mot d'Adorno. Les compositeurs seraient de nos jours dans un état paradoxal, se demande-t-il, comme un écrivain qui devrait fournir lui-même le vocabulaire et la syntaxe pour chacune des phrases qu'il écrit. J'ai découvert ce mot d'Adorno cité dans un écrit de Ligeti, qui est ajouté dans une note. C'est sans doute cette constatation, surtout, qui a poussé les compositeurs vers la synthèse électronique des sons. Mais cela a été dit au moment où l'enthousiasme commençait à décliner au studio électronique de la VDR de Cologne, d'où les tons de plainte et la référence à un temps passé. Je cite Ligeti, c'est ainsi, nous dit Ligeti, que l'ensemble qui s'établit un état dans lequel on est contraint pour chaque moment de trouver une tournure nouvelle pour chaque petit bout de musique, de faire comme si l'on devrait tout inventer du début, comme s'il n'y avait pas de son et qu'il fallait commencer pour les créer, pour pouvoir ensuite s'en servir. C'est ainsi que se passe aujourd'hui encore dans le champ du composable. Et il me semble que pour répondre, il faudrait poser une question de plus. L'approche multi-échelle dont il était question si souvent dans les propos et mes écrits pourrait-elle s'assimiler à une hiérarchie semblable à celle qu'on trouve dans les modèles langagiers? Je m'en doute. Fournir un vocabulaire et une syntaxe, du moins des variants pouvant constituer ce sur quoi viendrait peut-être s'ajouter et se greffer un style, serait donc le lot de compositeurs travaillant seulement au niveau des notes. Quand même bien s'ils succombent quant au son à l'illusion de données. Le son sera déjà là, prêt pour s'en servir. Dans ce cas, on relèguerait les sonores au statut de fantasmagorie évoqué plus haut. Mais voilà, ce statut de fantasmagorie peut être attribué qu'à une œuvre terminée, à son effet, ce qui, de mon point de vue, fausse la question. Et c'est, n'est-ce pas, pour relancer la discussion éternelle au sujet de la comparaison de la musique avec le langage, que je signale la non-pertinence de cette question. Ce de quoi il s'agit, c'est d'assumer le fait que derrière cette façon de penser la musique, guette le mythe, l'illusion de donner. Tout se passe, à ce qu'il me semble, comme si nous serions parfaitement en droit de refuser cette utilisation, cette illusion de données, et d'affirmer au contraire que les sons en musique n'existent pas comme chose préétablie. Il ne se manifeste qu'au terme d'un acte de composition. Alors, le dernier paragraphe.
relativité de la dualité contenu-forme. Je viens d'utiliser profusement dans cet exposé les termes dualité et contenu formal. Il me semble cependant que je ne les ai pas exprimés de façon convaincante ou approfondie. Chez Granger, la dualité s'établit d'abord entre l'opératoire et l'objectal, tandis que pour moi, l'objectal peut être un territoire de l'opératoire, du fait que je conçois l'objet, je me répète textuellement sur ce point qui me semble capital, comme un réseau symbolique véhiculant des représentations opératoires et non pas en tant que produit final, en tant que résultat. C'est pour cela que je ne considère pas l'œuvre musicale, une fois composée, comme étant un objet, bien qu'elle ait été faite à partir de réseaux d'objets. Pour éclaircir tant soit peu ces divergences apparentes, je vais faire quelques remarques additionnelles dérivées du fait énoncé par Granger sur la relativité de la dualité forme-contenu. Ainsi, nous dit-il, au respect de la dualité forme-contenu, il faut bien voir que non seulement il s'agit ici d'une relation dont les termes n'ont par conséquent des statuts qui est confrontés l'un à l'autre, mais encore que ce statut est susceptible de variation. C'est ainsi que le concept de température, par exemple, peut apparaître comme désignant une donnée empirique, comme dans la loi de la dilatation des gaz, où elle fonctionne comme contenu, mais elle apparaît comme forme dans la perspective de la cinétique ou de la thermodynamique. Donc, ce qui est pris comme contenu dans un contexte peut dériver forme dans un autre, et inversement. C'est le cas sans doute en ce qui concerne la composition musicale. La dualité du contenu et de la forme, comme celle de l'opération et de l'objet, se trouve définie dans la perspective du contexte qui se construit en raison duquel les termes peuvent échanger leur statut ou les mélanger si besoin. C'est pour ça que le concept grangerien de dualité n'est pas dualiste. Finalement, pour laisser à Granger le dernier mot, où il parle lui aussi de réciprocité, il dit « Espace d'objet et espace d'opération sont réciproques l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il est possible de permuter les perspectives qui font considérer les éléments de l'un ou de l'autre, soit comme des opérations, soit comme des objets. Sous certaines conditions, le dual du dual d'un espace peut lui être identifié. Ainsi se trouve exemplairement réalisé le va-et-vient de l'opération à l'objet que nous désignons en général par le mot de dualité. Merci.